Bonjour à toutes et à tous, c'est l'épisode 9 de la saison 2 de VRAC, le podcast écologique et zéro déchet. Je suis Audrey Vuettaz et voici mon entretien avec Laurie, rédactrice en chef de La Relève et la Peste. Nous allons parler d'engagement et de changement de vie. C'est un épisode qui me tient beaucoup à cœur car Laurie est une amie. On se connaît depuis 10 ans et j'ai assisté, parfois à distance, parfois non, à son évolution, à ses combats pour devenir l'un de mes modèles d'engagement. C'est un épisode enregistré pendant le confinement et à distance. Bonne écoute! Salut Laurie! Bonjour Audrey! Alors, je te remercie d'avoir accepté de participer à ce podcast. J'ai voulu t'interviewer parce que tu es pour moi un modèle d'engagement en termes d'écologie et puis de combat justement pour l'écologie. Et je voulais te demander quel a été pour toi le déclic écologique, la source de ton engagement? Yes. Alors la source de mon engagement, elle est corrélée à deux choses. La première, c'est le fait d'avoir grandi auprès des montagnes et de m'être bercée toute mon enfance par les documentaires animaliers d'Arte. Et puis ensuite par le désir d'aspirer à une vie en pleine nature plutôt qu'en ville. Ça, c'était un choix de cœur qui était là depuis longtemps. Et en fait, en grandissant et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que la meilleure façon de préserver le sauvage, c'était de le laisser tranquille. Et que donc, plutôt que de faire des documentaires animaliers, je ferais bien mieux de m'intéresser à l'écologie et aux risques systémiques de nos sociétés pour que la vie sauvage puisse poursuivre son cours sans être trop impactée par l'homme. Et en 2015, ça faisait déjà 1 an et demi que je bûchais à fond des livres scientifiques sur le sujet. Et le jour du dépassement est arrivé le 13 août 2015, donc le même jour que mon anniversaire. Que ton anniversaire. Exactement. Et donc ça a été vraiment ma petite bombe dans le cœur où là je me suis dit, bon, maintenant tu sais, go. Et voilà, c'était mon biais de confirmation. On a tendance à vouloir voir des signes de partout. C'était celui-ci pour moi. Et alors, c'est vrai qu'il y a le moment où on se dit « ouais, je voudrais m'engager » et quand est-ce qu'on passe le cap et comment on le passe et comment toi tu l'as passé? On le passe en étant bien entouré. La première démarche que j'ai faite en 2014, c'est de chercher une colocation avec des gens qui étaient déjà eux-mêmes très avancés sur les questions écologiques. Donc, par exemple, on a élevé des lapins pour les manger. Suite à ça, je suis devenue végétarienne. et ils avaient aussi, Maxime et Marine notamment, avaient une grande réflexion autour de l'autonomie alimentaire, de la résilience alimentaire. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris avec eux et en même temps qu'eux. Et ça m'a fait énormément grandir. Et du coup, professionnellement parlant, je savais que c'était un de mes objectifs. Et donc, je me laissais le temps de finir une validation d'acquis des expériences avec le CFJ pour ensuite chercher à aligner mon travail avec mes valeurs. Et du coup, c'est ce que j'ai réussi à faire puisque en novembre 2017, j'ai intégré La Relève et la Peste comme journaliste pigiste. Et là, depuis février, je suis rédactrice en chef de l'équipe de La Relève. Et alors justement, de quoi tu parles sur ce média qui est aussi une maison d'édition? Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est important de le préciser. La maison d'édition, c'est vraiment notre moyen de financement et c'est des ouvrages qui sont écrits par des experts chacun dans leur domaine. Par exemple, le dernier livre journal Vivant pour lequel j'ai eu la chance de participer, il y a Pablo Servigne, Lamia SM Lali, Vandana Shiva, Sébastien Boller, enfin beaucoup de gens assez renommés dans le milieu de l'écologie qui ont écrit. Et la ligne éditoriale de La Relève, c'est assez facile. Elle est écologique et altruiste, humaniste. Et en fait, on s'intéresse donc à la fois aux risques systémiques que j'écrivais plus tôt, donc vraiment l'évolution du climat, de la biodiversité, avec des victoires et puis beaucoup d'alertes aussi du monde scientifique. On a un fort axe autour de la résistance locale avec les luttes contre les grands projets d'aménagement inutile des territoires,
Donc, tous les centres commerciaux qui vont détruire des zones humides ou des terres agricoles, par exemple, ça en fait partie. Les surf-parks qui vont détruire des terres agricoles, ça en fait partie. Les dunes qui sont menacées par un port qui ne sert à rien et qui coûte des millions et des millions d'euros, ça en fait partie. Et puis, bien sûr, il y a aussi tout ce qui est la question de la résilience que j'ai amenée dans mon travail et qui est, OK, faire le constat que ça va pas, c'est bien, mais proposer la construction d'une autre société, c'est mieux. Et donc, on essaye toujours d'avoir ces deux points, ces deux piliers. On essaye toujours d'avoir ces deux piliers dans la relève, celui du constat et celui des alternatives. Et ça marche plutôt bien. Oui, pas que de la critique, mais aussi des propositions. Exactement. Et d'ailleurs, dans chaque article qui critique, on essaye d'avoir toujours cet aspect ouverture vers des solutions ou des alternatives. Donc ne pas seulement critiquer, mais bien aussi proposer et montrer comment les choses pourraient être faites différemment. Et c'est de plus en plus facile de le faire parce qu'il y a de plus en plus de gens et qui sont pas que des experts, mais aussi le plus souvent d'ailleurs des citoyens engagés à un échelon très local pour leur territoire, qui proposent des choses, qui pensent le monde autrement et qui s'organisent autrement. Et donc, ça me fait penser, j'ai perdu le nom du film, mais c'était avec Cyril Dion, où en fait, c'est des initiatives positives, c'est des alternatives positives, en fait. Oui, alors le film, c'est Demain. Ouais, bah oui, tout simplement. Là, comme ça venait pas. Et c'est vrai que ce film-là, il a été un déclencheur pour beaucoup de gens. Moi, c'est pas mon cas parce que je m'intéressais déjà à ces sujets-là et je commençais un petit peu justement à recenser des initiatives. J'aime pas tellement le mot solution ou positif parce que je trouve que c'est comme si on reniait un petit peu la crise qui est en cours. Là, en ce moment, on vit quand même une crise sanitaire, une crise écologique, une crise économique et une crise sociale. C'est très déroutant pour nos sociétés occidentales parce qu'on vit tellement dans le confort, on va dire, pour une large frange de la population qu'on n'avait plus l'habitude. Et ce que le Covid a fait, là, c'est de mettre en exergue les inégalités et les dysfonctionnements de nos sociétés. Donc on se rend bien compte qu'avant de trouver des solutions faciles, il y a un vrai travail de fond démocratique à faire sur comment on fait société ensemble et vers quelle trajectoire on veut aller. Parce que l'écologie, si elle trouve de plus en plus d'écho chez les gens, elle reste encore la voix minoritaire, malheureusement, je pense, de l'ensemble de la population. Et ça, c'est dû au fait que, bah oui, quand tu as une famille à nourrir et qu'il y a un système en place qui est tellement bien fait, qui t'entraîne vers une seule voie possible, c'est très compliqué de prendre le risque de faire autrement. Donc, le côté solution, demain, etc., oui, c'est bien, mais si on remarque quelque chose dans ce film, c'est que souvent les initiatives qui sont présentées, elles sont portées aussi pas que par les habitants, mais par des élus. Et donc, c'est pas facile d'être soit seul... pardon, je me reprends. Ce n'est pas facile d'être tout seul pour porter un projet écologique ou un engagement écologique. C'est vraiment important de se regrouper, d'en parler, d'échanger et d'agir ensemble. Une société écologique, elle se fera à plusieurs ou elle ne se fera pas. Alors, ça m'amène à 2 questions. La première, c'est est-ce que tu penses que la crise du Covid peut remettre en cause les petites avancées qui avaient lieu jusqu'à présent ? Je pense à Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui voudrait bien faire une croix pendant un temps sur toutes les restrictions écologiques pour la relance. J'interromps un moment l'épisode pour vous retranscrire en détail les propos de Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, parce qu'il est important d'être précis. Au pic de la crise, il a demandé un moratoire sur la mise en place de mesures environnementales, notamment dans la lutte contre le gaspillage et le recyclage. Cela concerne un projet de loi qui prévoit notamment d'interdire aux grandes surfaces et aux plateformes en ligne de détruire les invendus non alimentaires en 2022. Le texte aborde aussi la suppression des contenants en plastique dans les fast-foods en 2023. Voilà,
C'est dit, maintenant on peut reprendre le cours de l'épisode. Alors très honnêtement, oui. Moi je suis très inquiète de la tournure des choses actuellement. Il y a à la fois une grosse volonté quand on regarde un petit peu le pouls de la société sur les réseaux sociaux et qu'on parle à différentes personnes qui viennent de plein de corps différents. Donc en ce moment il y a quand même une contestation sociale qui est profonde, qui demande plus de justice sociale mais aussi une société plus écologique. Par contre, comme tu le dis dans ta question, nos décideurs politiques et économiques, ils sont pas du tout sur la même trajectoire. Et la tendance de fond qui se dessine en ce moment, c'est que plus on fait péter les normes sociales et environnementales, et plus vite on pourra relancer l'économie du pays. Donc, on n'est pas sur un monde d'après, en tout cas imaginé par nos décideurs politiques et économiques, qui soit vraiment en accord avec les valeurs de l'écologie. Et ça me fait penser aussi, parce que du coup, là, pendant le confinement, il y a des gens qui se sont dit, est-ce que notre modèle, c'est bien le bon? On voit qu'il périclite. Et là, de ce qui se profile, c'est qu'il y en a qui aimeraient bien qu'on reparte peut-être même plus fort qu'avant. Tout à fait. Alors, en fait, du coup, dans ta question, il y a deux types de populations différentes. Je pense que la volonté de repartir plus fort qu'avant, ce qu'on appelle parfois le retour à la normale ou la normale pour le jeu de mots, c'est cette peur de manquer. Puisqu'on évoluait dans une société de l'abondance et que d'un coup on se retrouve tous confinés et presque privés de circulation, on se dit que on se dit qu'on a envie de retrouver cette société de l'abondance, qu'on a envie de retrouver cette liberté de circulation des biens et des personnes à tout bout de champ, alors qu'en fait c'est justement cette libéralisation des transports de marchandises et de personnes à outrance qui a provoqué la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Donc oui, il y a j'espère une bonne partie de la population qui a compris que la pandémie, elle était provoquée par la disparition des habitats sauvages. Et par contre, il y a une autre partie de la population qui a peur, je pense, et c'est normal, de la récession économique qui est en train de s'installer et qui du coup veut retrouver un espèce de regain de souffle économique, tout simplement par peur de manquer d'argent en fait. Ce sont des inquiétudes légitimes. Mais ça veut pas dire que relancer la machine comme l'an 40 ce soit la solution, bien au contraire. Si c'est ça ce qui se passe, clairement, on va se prendre une pandémie, une nouvelle, très prochainement également. J'ai eu un épidémiologiste spécialisé en écologie parasitaire au téléphone qui s'appelle Serge Morand. Je suis en train de préparer là un article cette semaine à ce sujet-là. C'est un sujet qui fait peur de dire oui, ce qui nous arrive finalement, c'est un entraînement par rapport à ce qui va nous arriver encore. Et il faut savoir que l'Europe a jusque-là été particulièrement préservée. On a vu Ebola, mais on l'a vu de loin, on l'a vu Zika de loin aussi. On a observé beaucoup de pandémies de loin. Maintenant que ça nous touche, on se rend compte qu'on n'est pas plus préservé que le reste du monde par ce phénomène. Et on s'apprête à sortir en déconfinement, mais rien ne dit qu'il n'y aura pas un autre confinement à nouveau selon l'étendue de la pandémie. Et ça, malheureusement, personne ne peut le prévoir en fait. Et ta première réponse m'a fait penser à autre chose aussi, quand tu disais il faut agir ensemble, on peut pas agir seul. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. C'est un petit peu, ça fait écho à la fois à mon histoire personnelle et à la fois à tes questions autour de l'engagement. C'est plus facile de faire et trouver des gens avec qui partager et échanger sur des valeurs communes plutôt que d'être le petit Cassandre seul et isolé qui dit attention, regardez, on fonce droit dans le mur, mais que finalement, à cause de la pression sociale, on abandonne un peu le sujet et on rentre dans le rang. Et en fait, faire ensemble, ça permet de s'épanouir, et s'épanouir dans le sens épanouir son individualité, épanouir ses idéaux, épanouir son raisonnement intellectuel, épanouir son engagement, et c'est le fameux dicton en fait.
seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, il n'est pas tout à fait vrai dans le sens où on n'ira pas plus vite tout seul dans une société et dans un système qui a été créé pour la productivité, la compétition à outrance et la libéralisation, quand nous on veut tout l'inverse. Et donc pour ça on a besoin de faire corps et masse et on a besoin de se sentir soutenu, et c'est ce qu'ont permis d'ailleurs les marches pour le climat. Il y a eu de nombreuses critiques contre les marches pour le climat, alors qu'en fait, ces marches, elles avaient quand même un gros avantage, qui était qu'elles étaient fédératrices et qu'elles montraient aux gens qu'ils n'étaient pas seuls, isolés, derrière leur écran, à partager des publications sur l'écologie ou à faire leur jardin, mais qu'il y avait vraiment une prise de conscience collective. Et je le dis souvent, je l'ai déjà dit, mais j'en suis persuadée, pour moi, je suis que le maillon d'une prise de conscience collective. Après, à chacun et chacune d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice selon les sujets qui le touchent le plus et les combats qu'il a envie de mener. Même si j'aime pas le vocabulaire guerrier, il faut être lucide sur la situation actuelle. Et clairement, quand on voit les décisions qui sont prises par le gouvernement en matière écologique, c'est pas assez vite, pas assez fort, pas assez ambitieux, pas assez contraignant. Et ça, c'est de l'aveu même des entreprises. Je côtoie aussi le monde des entreprises grâce à mon métier. Et j'avais assisté notamment à une table ronde sur le développement durable chez les transporteurs, donc route, cargo, avion. Et tous s'accordaient à dire que de toute façon, sans législation contraignante environnementale et sociale, ils ne pourraient pas atteindre les objectifs climatiques. Pourquoi ? Parce qu'ils se mettraient en porte-à-faux vis-à-vis de leur concurrence. Et ça, on peut le faire peut-être dans des collectifs. Je pense à On est prêt, par exemple. Bah complètement, mais des collectifs, et puis même, en fait, il n'y a pas besoin de formalisation, en fait. Il n'y a pas besoin que ce soit un collectif précis, une asso précise. Ça peut être juste deux, trois potes qui se retrouvent et puis qui décident de lancer un jardin partagé, deux autres qui décident de récupérer des invendus alimentaires pour le redistribuer aux assos, et puis de fil en aiguille, comme ça, les projets se montent et chacun trouve la chose qui le fait vibrer, qui le fait kiffer et qui lui donne l'énergie d'en faire plus, en fait. Et tu vois, moi, ça a commencé tout bêtement par juste choisir un lieu de vie avec des gens déjà engagés et déjà avancés sur les questions écologiques. C'était juste une colocation et pourtant ça m'a nourrie, mais comme peu de colocations peut-être nourrissent les gens d'habitude, quoi. Ah, mais c'est bien parce que ça donne un conseil concret pour les gens qui voudraient éventuellement passer à l'étape supérieure, qui ne sauraient pas forcément comment faire. Bah, je pense que c'est important, il n'y a pas de petits pas. Tu vois, on dit toujours la politique des petits pas, la politique des petits pas. Mais non, en fait, il n'y a aucun petit pas parce que personne devient un super-héros de l'écologie du jour au lendemain. Et puis, de toute façon, il faut pas vouloir être un super-héros. Il faut pas avoir le syndrome du sauveur. Il faut juste essayer de faire les choses dans le contexte dans lequel on vit du mieux possible, en accord avec ses valeurs et en accord avec ce qu'on sait de l'état du monde. C'est tout. C'est pas si compliqué, on se sent vite dépassé par les enjeux écologiques parce que les dégâts sont tellement dramatiques et graves, ça fait tellement peur que souvent la réaction un peu primaire, c'est le repli sur soi et se dire après moi le déluge, quoi. Sauf que le déluge, on y est. En plus, c'est pas une déluge, c'est une sécheresse. Et que du coup, on n'a plus d'autre choix que de s'organiser collectivement pour y faire face. Et ça me permet de rebondir sur un des derniers sujets que tu as abordé justement avec la relève et la peste. La sécheresse et les mois les plus chauds. Parce qu'en fait, là, on est en confinement, on pense au Covid, on pense épidémie, mais ça nous détourne le regard sur les choses qui sont en train de se passer en ce moment. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Tout à fait. Donc effectivement, j'écris chaque année des articles sur la situation hydrologique et climatique du monde et de la France en particulier. Et les sécheresses en France sont de plus en plus fortes chaque année. Vraiment, les bulletins de Météo France deviennent des véritables films d'horreur à mes yeux parce que j'ai l'impression que c'est pire à chaque fois.
Et ils le disent d'ailleurs, c'est le record, la température la plus chaude jamais mesurée, le jour le plus chaud jamais vécu dans ce territoire. Et en fait, ça s'aggrave à tel point que là, c'est toute la moitié est de la France qui est en train de manquer d'eau et qui commence à faire face à une sécheresse. C'est particulièrement remarqué dans le Doubs notamment. Et le gouvernement, donc le gouvernement qui est pourtant pas catastrophiste, a carrément écrit dans son communiqué « On se prépare à faire face à des pénuries d'eau sur ces territoires ». Et c'est pas alarmiste puisque c'est exactement ce qui s'est passé l'été dernier. Il y a des villes qui ont dû être ravitaillées en eau par camion-citerne parce que de l'eau, il n'y en avait plus. Et ça, c'était en 2019. En France, et c'est en France métropolitaine. C'était pas dans les départements d'outre-mer qui eux aussi font face à de graves soucis autour de l'accès à l'eau. C'était vraiment en France métropolitaine. Et en plus dans des régions qui sont d'habitude considérées comme des régions plutôt vertes, étonnamment. Ouais. Ça, c'est le collectif sécheresse.fr qui l'a remarqué quand il a fait une grande cartographie suite à la canicule de l'été dernier pour voir un petit peu où on en était partout en France. Dans les Vosges notamment, qui est quand même un territoire avec plein de forêts et qui a vécu une sécheresse l'année dernière. Intense, exactement. Ouais. Parce qu'en fait, quand le cycle de l'eau est déréglé comme c'est le cas actuellement, la végétation n'a pas le temps de s'adapter, les rivières, l'écosystème aquatique n'a pas le temps de s'adapter, les nappes phréatiques ne peuvent plus se recharger, et du coup on a des conséquences qui sont beaucoup plus dramatiques et spectaculaires que dans des territoires qui sont habitués à faire face aux aléas climatiques. Et qu'est-ce que dans les papiers que tu es en train d'écrire, dans les solutions, est-ce que tu peux déjà nous dire des choses ou pas ? Alors, dans les solutions, c'est simple, c'est préserver les zones humides, préserver les forêts, et les vraies forêts primaires avec plusieurs essences d'arbres et pas les monocultures d'arbres comme ça existe maintenant. C'est faire attention aussi à l'érosion des sols, par exemple, il faut pas que les sols soient nus, il faut qu'ils soient meubles pour que l'eau elle puisse les pénétrer. Et donc, c'est là où, par exemple, dans un système d'élevage, les animaux ont un rôle à jouer pour la préservation des sols. Et on peut faire revivre des sols qui sont complètement craquelés et desséchés, c'est possible, ça prend du temps, ça demande de l'apport de matière organique, mais il y a plein de choses qui existent pour ça. Et puis, bien sûr, préserver aussi les bocages le plus possible, qui ont un rôle tout particulier en France. Donc, parce que les bocages, donc, c'est ces haies, ces barrières d'arbres autour des champs, à la base qui est délimitée des parcelles agricoles, qui ont été complètement rasées avec la révolution verte qui a implanté l'agriculture industrielle en France. Et maintenant, on parle d'open field sur des grandes étendues qu'on peut voir cultivées avec des machines. Exactement. Et en fait, ils ont rasé tous ces bocages pour faire de la place pour la machinerie de l'agriculture industrielle. Et la conséquence de ça a été l'eau qui n'est plus stockée sur place, et qui ruisselle et qui s'en va ailleurs. Et donc, pour remplir les nappes phréatiques, pour garder les territoires avec un taux d'humidité normal, il faut des bocages, il faut préserver les zones humides, il faut laisser les arbres de partout. Enfin bref, il faut laisser la place au végétal, ne pas tout artificialiser ou urbaniser. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le commenter, ça aide bien pour le référencement et ça motive. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram du podcast ou à la chaîne YouTube pour être prévenu à chaque publication d'épisode. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Allez, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de VRAC.